Il y a quelques jours, je revisionnais la première saison de Demon Slayer et je me suis rendu compte que j'avais complètement zappé plein de trucs la première fois. Alors voilà, j'ai repéré quelques clins d'œil et faits que t'as sûrement loupé ou oublié. Numéro 1. Franchement, Enmu et Muzan, ils se la jouent vraiment à l'occidental dans l'anime. J'ai bien remarqué ça dans l'arc d'Asakusa avec leur chapeau, costume et attaché case, Muzan en particulier avec son look carrément flamboyant. Pareil pour Enmu, si tu le compares aux autres lunes inférieures, même Muzan s'est pointé habillé en fringues de femme traditionnelle dans cet épisode, histoire de bien attirer l'attention sur la lune inférieure numéro 1 niveau fringue. Numéro 2. T'as remarqué ces deux gosses bizarres dans la sélection finale? Au début, j'ai cru que c'était deux meufs, mais figure-toi que celui-là, c'est carrément Kiriya Ubuyashiki, le fils unique de Kagaya, le mec qui est censé hériter du commandement du corps des Demon Slayer. Numéro 3. Et puis Kanao, elle est clairement identifiée comme la Tsuguko de la série. Elle a été entraînée par ses sœurs Kanae et Shinobu. Elle est tellement douée que, même si elle était dans la même sélection finale que Tanjiro et ses potes, elle avait déjà atteint le rang Tsuchinoto sur le mont Natagumo. Pour te donner une idée, Tanjiro, Zenitsu et Inosuke, eux, c'était des Kanoe dans l'arc du quartier des plaisirs, un rang en dessous de celui de Kanao. Tu vois à quel point elle est impressionnante en tant que Demon Slayer. Numéro 4. Shinobu et Kanao portent toutes les deux des accessoires qui appartenaient à Kanae. Dans l'épisode 25, on voit que Shinobu avait l'habitude de porter un simple Aori et l'ornement papillon de Kanao était différent. Mais maintenant, on voit Shinobu avec le Aori papillon épatant de Kanae et Kanao avec l'un des ornements qu'elle portait dans les cheveux. Numéro 5. Inosuke était tellement affamé de gentillesse et d'interactions humaines normales qu'il pétait un câble dès qu'il en avait un peu. Dès le début, quand on l'a rencontré, on l'a vu se mettre en mode défense dès qu'on lui montrait la moindre gentillesse. Le fait que Tanjiro ne se mette pas en pétard à cause de ses actions, ça le rendait dingue. Mais petit à petit, on a vu qu'il aimait ça, qu'il leur demandait même sans s'en rendre compte. Genre, au début, ça le foutait grave en rogne quand il n'arrivait pas à emmerder Tanjiro dès qu'il lui montrait un peu de gentillesse. Mais là, il est devenu tout guiré quand la vieille de la maison de l'emblème de la glycine lui a proposé des fringues confortables et du tempura dans cette scène. Ok, après il est devenu complètement dingue, mais dans la montagne Natagumo, quand Tanjiro l'a remercié, il est devenu tout guiré en se rappelant juste de l'hospitalité de la vieille dame et cette fois-ci, il n'a frappé personne. Et plusieurs épisodes plus tard, on le voit même tenir le t-shirt de Tanjiro comme un gamin. Franchement, j'aurais jamais imaginé qu'Inosuke puisse être aussi affectueux avec Tanjiro par la suite. Numéro 6. Au fait, en analysant le comportement d'Inosuke dans la maison Wisteria, j'ai remarqué deux trucs. Premièrement, dans la version anglaise de l'épisode 15, j'entends Zenitsu dire « Soyons les meilleurs potes, Tanjiro ». Let's be best friends, Tanjiro! Ouais, Meyo, avec une voix ouou. Peut-être que j'ai un problème d'audition, mais je l'ai répété 6 fois donc je sais pas. Dis-moi ce que t'entends. Numéro 7. Deuxièmement, pourquoi Inosuke est habillé comme d'habitude ici? Dans l'épisode précédent, on l'a vu porter des fringues de pyjama que la vieille dame leur avait offertes. Alors pourquoi il a remis ces vieilles fringues? Je pense que c'est juste une erreur de continuité. Je pense pas qu'il était assez têtu pour remettre ses vieilles fringues juste pour se changer à nouveau quand la vieille dame lui a demandé. Numéro 8. Tanjiro a des mains vachement abîmées pour quelqu'un de son âge. On n'en parle pas trop dans l'anime, mais sérieux, j'avais oublié qu'on les voit carrément saigner quand il essaye de couper le putain de rocher après l'entraînement d'Urokodaki. Mais bon, dès qu'il y a un gros plan sur ses mains, tu peux pas louper ça. Numéro 9. Urokodaki, il kiffe trop ses élèves. C'est clair, il leur taille des masques de protection uniques à la main. Ouais, des masques de renard. Ils appellent ça des kitsune masques. En plus, il les charge avec un sort de protection pour la sélection finale. Il se donne même la peine d'ajouter un détail unique à chacun d'eux pour que ça colle avec son futur propriétaire. Par exemple, le masque de Sabito avait sa cicatrice sur la joue, celui de Makomo avait des fleurs qui ressemblaient à celles sur son Aori, mais en bleu au lieu de rose, celui de Tanjiro a un soleil exactement là où il a sa cicatrice. Numéro 10. T'as capté que l'opening, c'est un résumé chronologique de toute la saison? Ça commence carrément avec Tanjiro dans la neige, comme dans le premier épisode. Ensuite, il y a un montage avec Tanjiro tout seul, et là, ça commence vraiment. On voit des morceaux de son entraînement avec Urokodaki, puis la sélection finale, et une illustration de Sabito et Makomo, les deux qui l'ont aidé à la fin de son entraînement et que Tanjiro a en gros libéré en tuant le démon de la main. Après, on voit Zenitsu et Inosuke qui font les cons. Après un autre montage qui montre Muzan de dos comme la première fois qu'on le voit à Asakusa avec quelques Kizuki, on commence à voir les premiers combats de Tanjiro avec les démons et les techniques du Blood Demon. Après ça, petite pause dans les combats avec une illustration du Kagaya au QG des pourfendeurs de démons, puis tous les Hashira en nombre sauf Giyu. Et enfin, on voit l'arc du mont Natagumo et on arrive à la fin. Tu vois, il nous montre dans l'ordre chronologique
chronologique ce qui va se passer cette saison. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est que les Hashira ne sont montrés que quand ils sont introduits dans l'histoire. Au début, on voit seulement Giyu, mais une fois qu'ils sont présentés au public, leurs silhouettes prennent des couleurs dans l'opening. J'ai trouvé que c'était un détail à souligner. Numéro 11. Le générique de fin s'est trop centré sur la mort. Genre, j'ai découvert que les lys rouges d'araignée symbolisent la mort dans la culture japonaise, et ça m'a fait un peu mal quand j'ai remarqué qu'après les fleurs, on voit plusieurs illustrations de la famille de Tanjiro. Je pense que le générique de fin sert de rappel à la motivation de Tanjiro tout au long de l'histoire. Numéro 12, on a tendance à oublier à quel point Inosuke a un sens du toucher développé. C'est vrai qu'il l'utilise pas trop, mais ce gars a une sensibilité tactile de malade. Il peut repérer des mecs à des kilomètres grâce aux vibrations de l'air. Numéro 13, en fait, Tanjiro peut comprendre le moineau de Zenitsu. Bien sûr, on sait que Ukogi alias Chuntaro peut pas parler, mais quand il essaye de communiquer avec Tanjiro, il le comprend parfaitement. Et tu peux voir que c'est pas un mensonge, parce qu'il parle avec l'oiseau quand tout le monde est distrait. Et il fait pas cette tête spéciale qu'il fait quand il ment en parlant avec Zenitsu. Numéro 14. Et maintenant, Tanjiro peut pas seulement causer avec les oiseaux, mais il peut aussi communiquer avec les fantômes. Et c'est le seul qu'on a vu faire ça. À moins que cette théorie comme quoi les apparitions de la famille de Tanjiro sont en fait leurs fantômes soit vraie, ce qui voudrait dire que Nezuko aussi pourrait parler avec les morts. Qu'est-ce que t'en penses? Ce sont aussi des fantômes ou juste des projections des souvenirs des frangins Kamado de leur famille? Numéro 15. Tanjiro déteste être redevable. Il évite à tout prix de devoir quelque chose aux gens. On peut le voir quand il insiste agressivement pour payer un panier cassé pour transporter Nezuko. Et aussi, plus tard à Asakusa, où il achète 2 bols d'udon après avoir laissé tomber le premier, faisant tomber le bol et contrariant le tenancier. Numéro 16, Urokodaki et Tanjiro ont d'autres points communs en plus d'être des utilisateurs de la respiration de l'eau. Ils partagent tous les deux un odorat extraordinaire. Urokodaki a pu sentir la gentillesse de Tanjiro, ce qui l'a amené à croire qu'il était trop faible pour devenir un pourfendeur de démons. Je pense que partager cette caractéristique a également incité Urokodaki à en tenir compte pendant son entraînement. Je veux dire, si tu sais que ça peut t'aider au combat, pourquoi ne pas t'entraîner également là-dessus, consciemment ou non? Numéro 17, Tanjiro a montré qu'il était un bon stratège et avait le potentiel pour devenir un pourfendeur de démons dès le début. Quand il a rencontré Giyu pour la première fois, celui-ci était sur le point de tuer Nezuko. Mais Tanjiro a immédiatement élaboré un plan pour le neutraliser avec ingéniosité plutôt que par la force physique. Ça a même impressionné Giyu. Peut-être que Tanjiro a inconsciemment appris à se battre en apprenant le Hinokami Kagura de son père. Mais notre personnage principal a toujours montré la volonté et le potentiel d'être un grand pourfendeur de démons. Numéro 18, si tu es attentif aux détails, tu as peut-être remarqué que la moitié du Haori de Giyu a le même motif que celui de Sabito. Tu vois, ils étaient en fait de bons amis et ont passé l'examen final ensemble. Mais on sait déjà comment cette amitié s'est terminée. Numéro 19, il semble que Koyoharu Gotuge aime bien donner des noms significatifs à leurs personnages. Nous avons déjà analysé les noms de Tanjiro et Nezuko dans cette vidéo, mais il y a plein d'autres persos qui suivent ce schéma. Regarde, Zenitsu, le mec qui veut trop se marier, son nom veut littéralement dire « ma femme ». Et puis Inosuke, ça sonne comme le début du mot japonais pour sanglier Inoshishi. Giyu, son nom contient les kanji pour justice et bravoure ou héroïsme kanji yu. Shinobu, son nom de famille Kosho, contient le kanji pour papillon. Et Rui, son nom veut dire accumuler, ce qui colle trop bien avec sa collection de faux membres de famille. Numéro 20, tu te rappelles de Kiyoshi, le gamin du manoir Tsuzumi? Dans cet épisode, on apprend qu'il existe des gens avec un type de sang super rare. Il les appelle Marechi, mais il n'est pas le seul Marechi qu'on a vu cette saison. Sanemi, le Hashira du vent, il a aussi ce genre de sang. C'est pour ça qu'il se coupe le bras pour attirer Nezuko et lui faire goûter du sang humain. Mais bon, ça a juste prouvé ce que Tanjiro disait, que peu importe les tentations, Nezuko fera jamais de mal à un humain. T'as remarqué toutes ces choses avant? Laquelle t'a surpris le plus? On peut en discuter dans la section des commentaires ci-dessous. Si t'as aimé cette vidéo, fais-le moi savoir en laissant un pouce levé et abonne-toi si tu veux en savoir plus sur les secrets de Demon Slayer, les histoires des personnages et bien plus encore. Merci d'avoir regardé.